Merci. Très beau sujet. Et il est très vraisemblable. Enfin, ce type de cadre est vraiment important à poser parce qu'on peut être sûr que, si ce n'est pas déjà fait, des intermédiaires à visée hautement lucratif vont se placer entre les patients et les promoteurs. Ça, c'est très vraisemblable. Dans l'autre point que je voulais soulever, c'était le lien avec le groupe qu'anime François Hirsch, parce que là, vous nous avez parlé des motivations altruistes et puis des patients en France et puis l'intérêt d'être mieux suivis. Dans les pays du Sud où les gens doivent payer pour leur traitement et où la seule option d'être traité gratuitement, c'est de participer à des essais cliniques, ce genre de réflexion est encore plus aigu, bien sûr. Merci beaucoup. D'autres questions, commentaires? Oui. Bonjour, Lacoste de la CNCP qui représente les comités de protection des personnes. Alors bien sûr, depuis ce matin, nous entendons beaucoup d'exposés sur la communication et on a bien vu que les modalités de communication évoluent. Les jeunes ne communiquent plus du tout comme les anciens communiquaient. Donc pour moi, l'évolution, elle est inexorable. C'est-à-dire que les moyens de contrôle devront se mettre en place, mais les formes de communication des promoteurs vers les patients vont franchir ces frontières qui sont poreuses. Donc je pense qu'il va falloir que les modalités de contrôle s'adaptent et puis mettre en place les procédures de contrôle pour bien équilibrer l'offre d'information qui va être distribuée vers les patients ou les volontaires sains. Parce qu'on pourrait dire que pour les volontaires sains, c'est déjà le cas. Puisque parmi les phases de présélection, très souvent, les cliniques ont déjà des registres et vont chercher déjà leurs volontaires sains. Donc, et d'ailleurs, il y a déjà eu plusieurs avis émis par les comités pour intervenir sur les sites des cliniques de phase 1, qui étaient trop promotionnels ou trop faisant apparaître des aspects financiers un peu trop racoleurs, on va dire. Donc il y a déjà une expérience. Et le règlement européen a aussi mis en place ou prévu des verrous pour essayer de contrôler cette information. Et donc les comités seront en charge de vérifier toutes ces modalités publicitaires qui seront en amont de la recherche. Alors ce ne sera pas chose facile, parce que jusqu'à présent nous évaluons des modalités, on va dire, de documents écrits. Et cela va se transformer par des documents visuels, des documents sonores qu'il faudra. Et donc, se pose une difficulté d'adaptation, en tout cas, pour que l'on puisse tous ensemble bien vérifier, contrôler et réglementer ces affaires-là. Donc, pour moi, c'est une évolution inéluctable. Est-ce qu'il faut la baser uniquement sur le problème du recrutement? Peut-être que cela pourra favoriser le problème du recrutement. Mais le recrutement, c'est peut-être déjà chaque chercheur sur chaque site à bien évaluer sa file active de patients qu'il peut proposer à l'inclusion. Donc, pour moi, le problème du recrutement, il faudrait peut-être le régler au niveau de l'investigateur et du site lui-même. Mais par contre, l'évolution de la communication, pour moi, on ne la freinera pas. Donc, il faut l'accompagner. Et je pense que le règlement offre au comité de protection des personnes les moyens de mettre le nez dans ces informations qui peuvent transiter. Mais ça demandera des efforts. Ce ne sera pas chose facile. Il peut y avoir des dérives. Merci de votre exposé, Jean-Louis Vildé. J'étais médecin, chef de service à Bichat. Je me suis beaucoup occupé de maladies infectieuses et du sida. Et c'est un temps ancien. J'ai le souvenir qu'au premier congrès à Washington, concernant le sida, ça remonte, mais bon, je suis un ultra senior, excusez-moi. J'ai le souvenir, et vous avez peut-être, ma question c'est, est-ce que vous avez repéré des situations analogues? Parmi les innombrables posters, d'un poster émanant de sujets de personnes toxicomanes contaminées par voie intraveineuse et qui disait « Nous protestons violemment », c'était à 1 kilomètre de la Maison-Blanche, il y avait beaucoup de protestations, « Nous protestons violemment car on ne nous inclut pas dans des protocoles de traitement. Mais nous sommes capables de le faire, nous voulons être inclus. Sous-entendu, nous sommes comme tout le monde pour ça. » C'était très clair et assez violent, mais ça avait un justificatif qu'on pouvait reprendre d'ailleurs pour d'autres groupes, que ce soit des sujets âgés ou des sujets fragiles, des migrants actuellement, enfin, qui n'ont pas le cadre de sécurité sociale, par exemple. Je voulais savoir si cette question se reposait sous une forme expressive ou non. Ça peut être le cas aussi des maladies rares.
des patients atteints de maladies rares qui estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'essais cliniques ou de certaines populations vulnérables. Il faut aussi, enfin, il y a deux questions. Il y a les patients qui sont effectivement dans des niches comme les maladies rares, ou effectivement des patients qui partent. Alors le fait qu'ils soient HIV+, ou qu'ils soient âgés, ou qu'ils soient migrants, ne peuvent pas être inclus. C'est ça votre question. Ou ne sont pas inclus. Mais après, ça pose aussi le problème aux investigateurs dans leur design d'études, et c'est peut-être là aussi qu'on peut aller vers des études sur les bases de données ou des études en vie réelle. Oui, enfin, moi je voudrais rajouter quelque chose. Je pense que la solution à cette tension-là, c'est l'implication des personnes patientes, de la société dans la rédaction des protocoles. C'est-à-dire, mais je pense que c'est un mouvement social également vers lequel nous nous dirigeons, c'est-à-dire la co-construction des protocoles eux-mêmes avec les critères d'inclusion et d'éligibilité, de non-inclusion, qui pourraient être à l'avenir négociés, avec également une tension qu'on a entendue ce matin, c'est-à-dire entre la vision des non-experts sur ce qui est moralement souhaitable et la position de méthodologistes qui diraient attendez, c'est moralement souhaitable et méthodologiquement, c'est tuer notre réflexion parce qu'on n'arrivera à rien, parce qu'on va mélanger des choses qui ne sont pas mélangeables. Mais de ce côté-là, j'ai une petite vision optimiste en pensant que la négociation, on peut résoudre ce type de dilemme. Bonjour, Ismaël Guimiou, chef de projet sous la direction de Madame Espérou au PRC. J'ai entendu la petite remarque tout à l'heure concernant les personnes HIV+, qui ne sont pas incluses dans les protocoles. Justement, je vois passer plusieurs protocoles pendant la journée, pendant la semaine. Les investigateurs n'excluent pas ces personnes, justement. On a tendance à exclure les femmes enceintes qui allaitent, les femmes qui vont être dans un état de grossesse, mais je n'ai jamais vu un protocole jusqu'à présent. On a traité plusieurs maladies, plusieurs cas. Je n'ai jamais vu un investigateur exclure justement un patient ou un volontaire sain HIV. Peut-être qu'il faut revoir cette question.